Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire débat-conférence autour du livre de Thierry Jeantet, L'économie sociale et solidaire, la clé des possibles. Je vais commencer par les questions d'ordre technique et organisationnel pour qu'on soit tous bien clairs. Les micros sont tous coupés, les caméras également pour les participants. 20 minutes à peu près à la fin du webinaire, qui se tient entre 17h30 et 19h. 20 minutes seront consacrées à des questions qu'on prendra dans les questions de chat. Donc, j'espère que les participants voient tous où c'est et où ils peuvent poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer au fil de la conférence. Ça me permettra, moi, d'animation, de bien faire le tri dans les questions, d'essayer de voir celles qu'on conservera, parce que malheureusement, évidemment, 20 minutes ne nous permettront pas de toutes les prendre et nous nous en excusons par avance. Sachez par ailleurs que cette conférence débat est enregistrée et que vous pourrez, vous ou ceux qui n'ont pu y participer, et qui poserait la question, ce qui est déjà le cas. Vous pourrez la revisionner dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'ESS France. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour les questions d'ordre technique et organisationnel. Donc, ceci étant dit, nous sommes réunis aujourd'hui autour de l'ouvrage de Thierry Jeantet, L'économie sociale et solidaire, la clé des possibles, qui est édité chez Les Petits Matins dans la collection Monde en transition. Et le nom de la collection porte assez bien son nom parce que nous n'avons jamais parlé autant de SS, et on remercie Camille Dorival, Les Petits Matins et sa collection de Monde en transition de contribuer à ce qu'on n'ait jamais autant parlé de l'économie sociale et solidaire. On remercie également nos partenaires. Ce débat est organisé par l'Association des lecteurs d'alternatives économiques avec les partenariats essentiels pour l'association du Labo de l'ESS, de la Fondation du Crédit Coopératif et puis bien sûr d'ESS France qui par ailleurs nous a mis à disposition tout le support technique et nous les en remercions parce que c'est une charge de travail considérable. Que puis-je vous dire d'autre en introduction? Peut-être vous présenter les intervenants, c'est quelque chose qui se fait. Donc Thierry Jeantet, au-delà d'avoir écrit cet ouvrage, est président de la fondation de la G2R, Denis Clerc, qui sera présent aussi avec nous, qui a un tout petit peu de retard avec un problème de connexion, mais qui sera là. Denis Clerc, qui est le fondateur d'Alternatives économiques, auteur par ailleurs de Défricher l'économie, qui a été publié en 2020. Sylvie Erard, qui est gérante de la SCOP Crescendo, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Pauline Effa, qui nous vient du Cameroun, coordinatrice de l'ONG Partenariat France-Afrique pour le co-développement. Et enfin, nous avons Rodolphe Joigne, directeur de la CRES Normandie. Voilà, donc merci à toutes et tous d'être là autour de Thierry pour pouvoir échanger sur son livre, sur les propositions qu'il en fait, le diagnostic et l'état des lieux aussi qu'il fait de l'ESS dans son ouvrage. Et puis, on assumera dans le cadre de ce débat une dimension un peu polémique et critique de l'ouvrage de Thierry, sans que bien sûr ça se fera dans la bienveillance et Thierry aura largement la possibilité d'y répondre. Voilà. Sur ce, je vais laisser la parole à Thierry afin de garantir qu'on ait le temps de tout faire dans le cadre de ce webinaire en 1h30. Donc Thierry, je m'adresse à toi pour commencer, pour que tu puisses présenter ton livre. J'aurais envie de commencer, qu'on dit beaucoup que l'ESS est à la croisée des chemins. Est-ce que vous pourriez nous présenter, Thierry, votre ouvrage autour des enjeux, peut-être aussi des urgences que vous identifiez, et sachant que ça n'est pas le premier ouvrage que vous publiez, finalement, pourquoi celui-ci et pourquoi maintenant? Et puis une question, je pense que tous se posent, c'est au regard du titre choisi, c'est de quel possible l'ESS est-elle la clé? Voilà. Sur ce, Thierry, je te laisse le floor, comme on dit.
Merci Aurélie. D'abord, je suis très heureux de cette table ronde, on peut dire comme ça, même si on est en webinaire, qui va du Perche de la Normandie au Cameroun et en passant par d'autres pays, je le sais, compte tenu des inscrits. Je suis très heureux de cette dimension à la fois locale et internationale de cette discussion. Alors, nous sommes, pourquoi ce bouquin maintenant alors que j'en ai écrit d'autres? Tout simplement parce qu'on est dans une situation, vous le savez bien, totalement inédite. On en parle souvent de la période de crise 2008-2011, mais en fait, il y en a eu beaucoup d'autres avant qui, malheureusement, se sont emboîtées les unes dans les autres. Crise alimentaire au niveau du Sud, crise climatique, on le sait bien, crise sociale, de nombreuses crises politiques. Et finalement, la crise du Covid, évidemment, crise sanitaire, est aussi, d'une certaine façon, un révélateur de ce continuum entre ces différentes crises. On le voit bien à travers les batailles entre les fabricants de vaccins aujourd'hui, par exemple, qui est très marquant du capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui. On est donc dans une série de crises qui se suivent et qui s'amplifient, avec d'ailleurs les réactions sur le terrain, les révoltes qu'on connaît, même si elles apparaissent parfois sporadiques, n'empêche, elles sont là. Alors, certains voudraient qu'on n'en conclue rien, c'est-à-dire restez calme, restez à bord, le capitalisme va continuer, on va corriger quelques éléments, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout à fait continuer comme ça, mais il n'y a pas d'autre solution, dit-on souvent. Alors ça me paraît, pardon de dire comme ça, ahurissant tout simplement, parce qu'on aurait le droit d'innover dans tous les domaines, technologiques, social, économiques, mais surtout pas dans le domaine des systèmes qui nous gouvernent, surtout pas dans les systèmes, je dirais, globalement politiques avec un grand P. Alors, moi, je dis que ça, c'est pas supportable. Et je dis que le vrai réalisme, j'insiste, le vrai réalisme, c'est de s'interroger sur les solutions qui existent, qui sont déjà en marche et qui peuvent servir de réponse. Je pense que l'économie sociale et solidaire répond, on va en discuter comment, à ces défis grâce à ces valeurs. Hein, vous les connaissez pour beaucoup d'entre vous, démocratie et solidarité, propriété privée mais collective, évidemment sens de l'équité. Une économie sociale et solidaire, ça a été dit d'entrée, qui commence à grandir, mais aussi une économie sociale et solidaire qui n'est jamais seule. Elle a des alliés et je pense qu'il faudra y revenir. Et quand j'entends dire, mais non, mais vous rêvez, l'économie sociale, c'est sympathique. C'est une sympathie qui mobilise aujourd'hui dans le monde, rien qu'au niveau des coopératives, je dis bien des coopératives, 1 milliard d'individus, avec les familles qui vont derrière. C'est 12% de l'humanité, nous dit-on. C'est pour les 300 plus grandes coopératives, si on prend que celle-là, 2200 milliards de dollars US de chiffre d'affaires. Je ne vous accable pas plus de chiffres, mais quand on nous dit que l'économie sociale, c'est quelque chose de sympathique dans un petit coin, je pense qu'on est véritablement aujourd'hui à une autre dimension. Je ne nie pas, et on y reviendra, les faiblesses de l'économie sociale et solidaire, bien entendu, qui n'est pas toujours suffisamment attentive à elle-même, à ses valeurs, qui est timide, qui ne sait pas toujours se valoriser. Mais elle a des points très forts. Je crois qu'il faudra y revenir. Elle est naturellement au cœur des objectifs de développement durable, ce qui a été dit lors du haut événement dédié à l'économie sociale à l'ONU en 2014. Elle est présente dans tous les domaines et elle est présente partout dans le monde, sur tous les continents. Donc, voilà, je pense qu'il y a une matière, si vous voulez. Il y a une réponse qui est là. Il faut l'aider à grandir, il faut l'aider à se solidifier et à être plus que jamais elle-même. Alors moi, je ne prétends pas que c'est un modèle unique et qu'elle va remplacer à 200% le capitalisme ou tout autre système. Moi, je me méfie des modèles uniques. Je pense qu'une des grandes qualités de l'économie sociale et solidaire, c'est que comme elle vient de la société civile par définition, elle est adaptable, elle est flexible. Il y a un cadre, il y a des valeurs, mais elle a une flexibilité qui lui permet de s'adapter à la sociologie, à l'écologie, j'allais dire, aux institutions des différents pays, territoires
dans laquelle elle se développe. Donc oui, première réponse à cette question, je pense qu'il faut oser. Il faut oser. Et dire que l'économie sociale est une réponse n'est pas une rêverie. Cela correspond à une réalité qui se développe de plus en plus et d'ailleurs qui mobilise de plus en plus de collectivités locales, de villes, de territoires, mais même d'États. Et on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je pense qu'il y a depuis 5, 6 ans, 7 ans, une espèce d'accélération du phénomène économie sociale et solidaire dans le monde. On n'est donc plus du tout dans la situation où nous étions même il y a 10 ans ou 15 ans, où l'économie sociale se cherchait encore un peu, même si elle était déjà en train de grandir. Peut-être pas suffisamment, mais elle était déjà en train de grandir. Donc, moi je dis, par rapport à l'ensemble des crises que nous vivons, on ne peut pas se contenter de dire on va raccommoder ce qui existe déjà. Je crois que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas réaliste et c'est difficilement supportable. Donc je dis que l'économie sociale et solidaire n'est peut-être pas pure et parfaite, mais qu'elle est déjà sur le terrain représentative d'une multitude de solutions concrètes, très concrètes, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, bien sûr. Et avec, évidemment, je le dis très clairement, des efforts à faire, une lisibilité à rendre plus évidente, la nécessité de se doter de plus de moyens, on va y revenir, mais voilà, elle est là, et je pense qu'on ne peut pas passer, on ne peut plus passer à côté. Alors nous, on en est souvent dedans, mais je crois qu'il faut qu'on sorte aussi de l'entre-soi, comme on dit de plus en plus, et qu'on voit comment amener à l'économie sociale et solidaire en la faisant évoluer des femmes et des hommes, des acteurs de terrain à prendre cette voie, tout simplement. C'est ma première réponse. Aurélie. Thierry, je te remercie, d'autant que tu as plus que tenu ton temps de parole. Alors, j'en profite du coup pour rebondir, hein, puisque je pense que c'est bien aussi qu'on soit dans quelque chose d'un peu vivant. Donc, j'en profite pour rebondir sur un premier élément que tu viens d'évoquer, même si effectivement, comme tu l'as dit, on y reviendra. Mais tu parlais aussi de la question de l'attention finalement portée aux valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué parfois finalement de faire cohabiter cette idée de sortir de l'entre-soi et en même temps la cohabitation en fait avec cette idée d'une attention portée en fait maintenue finalement sur les valeurs de l'économie sociale. C'est-à-dire, est-ce que finalement, plus on s'ouvre aux autres, plus on risque pas finalement de perdre le fil en fait de ce qui historiquement a fait la force de l'économie sociale à travers ses valeurs? Eh bien, je dirais le contraire. Plus on s'ouvre aux autres, plus il faut effectivement que l'économie sociale et solidaire éclaire, respecte et valorise ces valeurs. Je crois qu'elles sont d'ailleurs insuffisamment connues. J'en prends une comme exemple. Le mode de propriété de l'économie sociale et solidaire, qui est à la fois privé, ne dépend pas de l'État, ne dépend pas des collectivités locales, c'est un mode privé de propriété, mais en même temps collectif. Et on sait bien que si les entreprises d'économie sociale et solidaire ont souvent une plus grande durée par rapport à d'autres entreprises de même taille et dans des domaines comparables, c'est justement notamment grâce à ce système de propriété qui amène les femmes et les hommes qui prennent des décisions collectivement pour leur entreprise, pour leur organisation, à avoir une vision à moyen et long terme. Donc je pense qu'au contraire, il faut être plus que jamais exemplaire et surtout, je crois que l'économie sociale a, grâce à son système de valeurs, une cohérence. Prenons l'exemple de Danone. Excusez-moi, vous le savez bien, Danone a tenté de s'appliquer les règles du jeu de l'entreprise à mission. Eh bien, on voit bien qu'elle s'est heurtée à un problème de cohérence interne, cette entreprise, qui a fait exploser un petit peu cette démarche, qui a fait que son directeur général a dû partir. Mais surtout, on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment de cohérence. Les entreprises d'économie sociale et solidaire s'ingénient, si j'ose dire, à mettre en cohérence en permanence des objectifs qui se servent de l'économie et aussi de la finance, mais en même temps
de manière convergente les objectifs d'écologie, sociaux, de respect des personnes. Donc voilà, c'est ça la réponse. On recherche une cohérence avec les objectifs de développement durable. Cette cohérence, elle est intra-économie sociale et solidaire. Oui, pour toi, elle est intrinsèque, quoi. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a cette attention portée aux valeurs et ce respect des valeurs finalement dans l'ensemble des pratiques, des modes de production, etc., on s'inscrit, l'économie sociale s'inscrit de fait dans les objectifs de développement durable. Oui, voire elle les a précisés. Et quand elle ne les respecte pas, eh bien, ça veut dire qu'elle n'en est plus. Je veux dire, une coopérative ou une mutuelle qui ne respecte pas ses statuts et qui s'en sert simplement comme un habit, ben, en réalité n'est pas une coopérative ni une mutuelle. Voilà. Donc là aussi, il y a un problème de cohérence. Il ne faut pas se tromper. Alors, merci Thierry pour ce premier, voilà, ce premier temps de présentation de ton ouvrage, à travers aussi effectivement ce contexte si particulier qui re-questionne la place de l'économie sociale et qui la rend d'autant plus légitime en dépit de freins encore et puis de faiblesses, comme tu le disais, qu'on va aborder au fil de cette conférence. Je m'adresse maintenant, alors dans l'ordre, à Sylvie Héra, à Rodolphe ensuite, Joigne, et puis à Pauline et Fa pour une question finalement commune à vous trois, assez simple et très large. C'est vous demander un petit peu votre regard de manière assez générale sur l'ouvrage de Thierry et aussi ce qui relève finalement de la place, qui révèle pardon de la place de l'ESS et de ses possibilités. Voilà. Donc Sylvie, si vous pouvez nous faire part de votre finalement un peu de ce qui a été votre première réaction à la lecture de l'ouvrage de Thierry. Merci, bonsoir à tous. Voilà, à la lecture de l'ouvrage de Thierry, bon, voilà, j'ai bien retrouvé l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas eu de problème. C'était forcément, ça me parlait beaucoup. Alors, j'ai des sujets pour le suivant, Thierry, hein, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et voilà, moi, ce livre, ce qui m'a manqué dedans, mais dont tu es convaincu autant que moi, c'est le côté portage humain mais militant. Je crois que les structures de l'ESS, telles que tu les décris, telles qu'elles doivent rester en cohérence effectivement entre leurs valeurs, leur fonctionnement. Elles reposent quand même beaucoup sur ces hommes et ces femmes qui s'investissent dedans et qui, oui, par une forme de militance, sont un peu les gardiens de tout ça. Et je crois que l'ESS, peut-être qu'elle ne se développe pas assez vite, mais parce qu'elle a besoin de ces supports-là aussi. Et en fait, je me disais, avec tous les exemples que tu as mis, depuis le plus petit exemple local jusqu'à ces grands exemples internationaux, en fait, l'ESS, elle est quand même partout, elle existe déjà partout, elle est très développée, très présente. Mais peut-être que ce qui manque justement, c'est qu'il y a cette militance qui porte les structures et il n'y a peut-être pas cette volonté de faire savoir. Je crois qu'on a un complexe d'infériorité dans l'économie sociale et solidaire. On n'est pas forcément très revendicatif de tout ce qu'on porte. On en est fier, on en parle, mais pas suffisamment pour dire voilà, ça c'est de l'économie sociale et solidaire que nous faisons. Il y a notamment pour certaines structures, je sais, qui sont très économiques en fait, le mot social par exemple dedans, qui n'est pas toujours facile à porter parce que chez le commun des mortels, le mot social évoque plus l'action sociale, l'aide sociale que le côté social de notre économie au service de l'humain tel qu'on la pratique en fait. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et puis, je me suis dit, bah, il exagère Thierry quand même, parce qu'il n'arrête pas de me dire, allez, il faut faire du développement durable, inscrivez-vous dans le développement durable. Mais moi, à l'inverse, je dis, c'est l'économie sociale et solidaire qui a inventé le développement durable, en fait. Dans le développement durable, il y a 3 piliers, hein, l'économique, le social et l'environnemental. Alors peut-être que dans l'ESS, effectivement, l'environnemental, pour certains, et bon, non, personne n'est parfait, il y a du travail, mais sur les piliers économiques et le pilier social, je pense que
là, l'ESS porte vraiment, ces deux piliers-là, en reprenant une entrée de l'économie avec la création de richesses, hein, parce que je crois que beaucoup de structures de l'ESS ne rougissent pas de créer des richesses, parce que ces richesses-là, elles les remettent bien au service de l'humain et de l'épanouissement de l'humain, et pas au service de la finance. Et la finance dans l'économie sociale et solidaire, elle est très présente, elle existe. Hein, on a besoin de capitaux, on a besoin de tout ça. Mais cette finance, elle est plus vue comme un outil que comme un objectif, comme une finalité, en fait. Donc, c'est en ça que je dis que le développement durable, on l'a inventé, en fait. Et quant au volet social de l'ESS, c'est vrai que nous, on est quand même porteurs d'un partage du pouvoir. Et ça, c'est pas quelque chose qui se pratique dans nos sociétés. On est de plus en plus vers des sociétés où certains cherchent à accaparer le pouvoir. Et je ne parle pas que de politique, hein, le pouvoir économique aussi est de plus en plus centralisé. Et nous, en fait, on partage ce pouvoir et c'est comme ça qu'on est plus solide, je pense. Quand tu disais que l'ESS a mieux traversé les crises, je pense que c'est ça. C'est ce côté partage du pouvoir qui fait qu'on est plus fort, en fait, à plusieurs. Et puis, on travaille beaucoup sur l'innovation sociale. Et l'innovation sociale, c'est pas facile d'en parler. Moi, j'ai encore du mal même à la définir, finalement, l'innovation sociale. C'est tellement plus facile de parler d'innovation technologique. Quand on nous annonce qu'on a inventé le réfrigérateur qui passe lui-même sa commande au supermarché, qu'on n'a plus besoin de quitter notre canapé, tout le monde comprend et tout le monde trouve ça génial. Quand on dit qu'on fait de l'innovation sociale, qu'on a remis l'entreprise au service de l'humain, le paradigme n'est pas le même et c'est beaucoup plus difficile de se projeter dedans. Donc voilà. Et puis ce qui me fait dire que dans l'économie sociale et solidaire, on est vraiment à la base du développement durable, c'est qu'en fait, quand on prête vraiment attention, la vulgarisation du développement durable, elle porte essentiellement autour du pilier environnemental. Très très peu en fait sur le pilier économique et le pilier social. Et je pense que quelque part, c'est aussi parce qu'on dérange en fait avec ces approches-là et que c'est plus facile de mobiliser tout un chacun autour de la protection de l'environnement, parce que là, quand même, crise climatique, on commence à les voir de près. Et voilà, les deux piliers que nous portons dans l'ESS, je pense qu'ils posent quand même question à tout le système existant et on vient le titiller de trop près maintenant. Alors, on essaye de mettre un petit peu de couvercle sur tout ça. Voilà ce que je me suis permis d'ajouter à tous tes propos, Thierry. Merci beaucoup Sylvie pour cette première réaction. Rodolphe, à votre tour pour voilà, à quoi finalement vous avez envie de réagir suite à la lecture de l'ouvrage de Thierry et quelles sont les premières idées finalement qui vous sont venues en tête une fois la lecture achevée? Bonjour à toutes et tous, merci Aurélie. Je ne vais pas toutes les évoquer parce qu'il y en a tellement qui me sont venus en tête. D'ailleurs, enfin moi j'ai trouvé l'ouvrage vraiment très agréable à lire. Je dirais comme d'habitude, Thierry. Il se lit d'une traite. Alors j'en partage quand même globalement le diagnostic posé sur les crises, sur les enjeux pour l'ESS. Je trouve que les sujets sont bien posés. Il y a des propositions d'apporter. Il y a beaucoup de données, des illustrations, des références historiques, comme l'évoquait aussi Sylvie. Et justement, à la lecture, on aurait presque envie, toutes les 10 pages, de s'arrêter, de faire un débat sur creuser un peu et échanger sur le fond. Donc, je suis ravi de pouvoir le faire de façon un peu générale ce soir avec vous. Alors oui, Thierry, il faut se servir de la clé ESS pour un monde meilleur, plus égalitaire ou peut-être moins inégalitaire, pour une alternance aussi à la financiarisation de l'économie capitalistique, hein, qui, on le voit bien, recherche des bénéfices toujours plus importants à court terme. C'est ce qui pose de plus en plus problème. Et il me semble qu'on s'en sert déjà de cette clé ESS. On s'en sert déjà, surtout quand on voit la vitalité des initiatives locales, citoyennes. Sylvie évoquait cette dimension-là et on ne cesse de le voir au quotidien sur le terrain. Quand on voit aussi les nombreux projets de développement de l'ESS, y compris là dans cette période de crise, la capacité de résilience à réinventer des choses, il y a une vitalité. On voit que les gens
savent se servir, et en tout cas, la clé utilisée est là. Mais également quand on voit la multiplication des formations sur l'ESS, quand on voit tu le disais en introduction Thierry, le nombre de politiques publiques locales qui se multiplient, sauf qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas, on n'en a pas conscience. Petite anecdote, j'avais avant-hier soir une étudiante une jeune femme qui fait un cursus en LEA, et qui se dit j'ai envie d'orienter ma carrière professionnelle vers l'économie sociale et solidaire. Elle s'inscrit dans une formation, comme il y a énormément de structures privées lucratives qui font des formations, la directeur de structure de ESS, donc sur Caen, elle s'inscrit et elle cherche une alternance. Je lui demande où elle en est de ses recherches, et ce qu'elle a fait. Et elle me dit, j'ai écrit à beaucoup de structures, elle me cite, et elle me dit, j'ai écrit à Areva. Enfin, c'est Orano, le nouveau nom de Areva. Ah bon? Mais pour faire une formation sur l'ESS? Bah oui, sur leur service RSE. Ah d'accord. Et pour vous, l'ESS, c'est quoi? En fait, je sais pas bien. Donc en fait, on a cette culture quand même sur l'ESS, et c'est pas pour critiquer cette jeune fille, hein, c'est pour constater que globalement, on ne sait pas bien de quoi on parle quand on parle de ESS, et les acteurs qu'on voit agir, qui agissent localement dans des démarches collectives de coopération sur des finalités sociales, environnementales, ils n'ont pas vraiment cette perception de faire système d'appartenance à l'ESS. Et comment on peut leur reprocher quand on voit la culture économique générale dans ce pays? Évidemment, tout le monde ne lit pas Alternative économique, hein. Et même les salariés de nos organisations appréhendent mal leur appartenance à l'ESS. On a peut-être déjà là un sujet. Alors certes, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple de parler économie sociale et solidaire, les valeurs, les principes, tout ce qu'on est en train d'évoquer, et en quoi effectivement des gens salariés d'une coopérative agricole se sentent appartenir à l'ESS comme ceux d'une association d'éducation populaire, ou ceux d'un EHPAD associatif ou mutualiste comme ceux d'un atelier chantier insertion. On voit bien que en fait, ils se sentent appartenir à telle organisation, à tel cadre de système, mais pas forcément à l'ESS globalement. Alors comment imaginer que nos gouvernants perçoivent eux complètement la formidable clé possible qu'est l'ESS? Si j'osais, je trouve que l'ESS est un formidable trousseau de clés. Il est coloré, magnifique, très joli à voir, c'est très beau, et dans le livre on peut voir de magnifiques choses ici ou là, et on le constate au quotidien, mais tellement diversifié qu'on a un peu de mal à trouver la bonne clé pour ouvrir la porte. Alors heureusement, dans l'ESS, on a de la créativité, on a de l'envie, de la détermination, donc on est capable de passer par la fenêtre. Et on est souvent obligé de passer par la fenêtre. Mais du coup, il me semble essentiel d'être conscient que cette diversité de l'ESS, si c'est véritablement une force dans la capacité d'innover, de répondre, on peut revenir sur l'innovation sociale, en tout cas de sans cesse répondre, y compris sur les questions environnementales. Nous, dans l'économie circulaire en région Normandie, plus de 60-70% des projets viennent de l'ESS. Donc, même si cette diversité est une richesse, globalement, c'est aussi une faiblesse pour sa reconnaissance et sa lisibilité, qui est évoquée dans le bouquin, mais qui me paraît hyper important à mettre en avant. Et il faut aussi dire, il y a un nombre de réseaux pléthoriques, comme les initiatives. Les cultures associatives, coopératives, mutualistes ne font pas de facto une culture ESS. Quand on voit que les mutuelles communiquent dans les médias en disant appartient à la mutualité française, mais appartient pas à l'ESS, etc., etc. Donc cette culture ESS, elle est à développer si on veut l'imposer globalement comme une véritable alternative, et où elle doit être au niveau qu'elle propose localement dans les propositions. Et comme l'écrivait Jérôme Sadier, hein, président de ESS France, parce que c'est un véritable enjeu pour ESS France, cette question-là, de fédérer, d'articuler au regard de la pléthore de réseaux à fédérer, l'ESS doit donner plus de sens et de force politique à son message. Tu le reprends dans ton bouquin et je partage tout à fait Et du coup, on a besoin de l'engagement, on a besoin de l'implication de tous les acteurs de l'ESS. Et l'ESS ne peut pas tout toute seule. Il y a aussi besoin de mobilisation citoyenne,
des jeunes notamment. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Besoin aussi de l'implication des politiques publiques, hein, État, collectivités, et aussi besoin de convaincre les autres acteurs économiques qu'ils ont toute l'économie de proximité. Il y a des alliances, des coopérations à faire, et de leur montrer que d'avoir un développement économique local durable fait de plus de coopération, c'est certainement aussi souhaitable pour eux. Merci beaucoup, Rodolphe. Alors, maître des cérémonies oblige, maître du temps, ça va avec. Donc, je vais vous demander d'être relativement concis. Et je suis désolée parce que Pauline, ça tombe sur vous. Et j'enchaînerai ensuite parce que je crois que Denis Claire a quelques difficultés pour se connecter. Donc, j'enchaînerai sur des questions, sur des questions à chacun d'entre vous. Donc, Pauline, première réaction à la lecture de l'ouvrage. Je vous écoute. Vous êtes avec nous. Est-ce que le micro n'est pas coupé? Pauline, est-ce que vous nous entendez? Parce que la réciproque n'est pas vraie si vous nous entendez. C'est bon, je vois son activé. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, ça y est. Ça y est, vous êtes avec nous. Vous savez, la technologie, hein. Alors, je voulais dire que j'ai lu, je me suis délectée à lire le bouquin de Thierry Jeantet que je partage de bout en bout parce que la clé des possibles, c'est… Moi, on s'y est tous retrouvés, hein. C'est-à-dire qu'il décrit l'économie sociale et solidaire, il plante l'historique de l'économie sociale et solidaire, et on a vraiment l'impression que ce livre nous projette, nous ici en Afrique, vers l'avenir, vers notre avenir, parce que il faut repenser les choses existantes. Je crois qu'en Europe, vous parlez très bien de l'économie de transformation en parlant d'économie sociale et solidaire. Nous, ici, du côté de l'Afrique, on voudrait parler de l'économie de construction parce qu'on a, c'est pas une impression, mais il y a à faire. Il y a tout à faire parce que… Pauline, on ne vous entend plus, à moins que ça vienne de mon côté, mais je ne suis pas sûre d'être la seule. Non, j'ai visiblement des messages dans la petite fenêtre question qui me disent qu'ils n'entendent pas. Pauline, on ne vous entend plus. Je suis rassurée en entendant Thierry parler, en écoutant l'intervention de Thierry tout à l'heure, mais j'ai beaucoup eu l'impression il y a un catalogue de beaucoup de choses qui brident l'économie sociale et solidaire. Et là, je me demande si, je pense que Sylvie l'a un peu dit, Rodolphe aussi, si on n'est pas nous-mêmes victimes de notre complexe en parlant de l'économie sociale et solidaire, parce que je crois que ce que Thierry a très bien noté dans son livre, c'est que l'économie sociale souffre beaucoup de sa discrétion. Beaucoup de choses se font, parfois, comme Rodolphe disait tout à l'heure, c'est des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont quand même clairement orientées économie sociale et solidaire. Alors, nous, on s'est dit, en voyant les petits résultats que nous avons, je prends l'exemple de la COVID.
la question de la résilience. Pendant la pleine pandémie de Covid ici, on s'est rendu compte qu'en accompagnant les coopératives de femmes, elles se sont mieux débrouillées, elles ont mieux maintenu leurs revenus en produisant des masques que les grosses entreprises sur lesquelles l'État s'était appuyé au départ. Et pourtant, ce sont des petites mains qui sont capables de faire la différence aussi. Donc, je crois que l'économie sociale, pour nous, quand on parle de l'Afrique, l'économie sociale, c'est une économie de construction. On a beaucoup à faire en s'engageant vers la voie de l'économie sociale. Et c'était un peu mon petit regret dans le livre de Thierry, parce qu'il y a beaucoup de choses énumérées qui minent l'économie sociale et solidaire, mais heureusement, on a quand même des solutions proposées aussi. Et là, je voulais dire que l'économie sociale, c'est plus qu'une économie de transformation. Vous dites transformation du côté de l'Europe, du côté de l'Occident, parce que vous êtes déjà à un certain degré de votre histoire. Mais nous du côté de l'Afrique, en parlant d'économie, je crois que c'est le sentiment en Amérique du Sud aussi. Nous avons beaucoup à construire et je crois que partir des valeurs pour construire quelque chose de durable, c'est quelque chose dans lequel on se projette volontiers. Voilà ce que je pouvais dire en réaction à ma lecture du livre de Thierry. Merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur certains aspects là, justement de ce que vous avez mis en place au Cameroun. En attendant le retour de Nicolas qui prendra la parole un peu plus tard, je vais orienter du coup ma question à Sylvie. Voilà, je reposais une question à Sylvie Erard, un peu plus tournée sur son parcours pour le coup, et par ailleurs sur ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvie, c'est-à-dire diriger une coopérative d'activité et d'emploi en Normandie. Vous avez également œuvré au Centre du Conseil départemental de la Manche. Votre expérience, vous disiez tout à l'heure, vous conduit à penser finalement d'une certaine manière qu'à force de dire que l'économie sociale et solidaire peut être un catalyseur de dynamique économique, de proximité dans les territoires, on tend parfois à oublier sa vocation première d'une économie tournée sur le développement humain. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus là-dessus, c'est-à-dire d'une part, qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui vraiment dire ça? Comment vous l'avez peut-être aussi vécu dans votre quotidien? Et comment on peut peut-être arriver à le dépasser aussi, en fait, cette tension finalement économique et développement humain. Alors, je vais vous demander d'être très courte parce qu'en fait, on a déjà largement dépassé le temps imparti, mais comme je sais que vous avez aussi déjà chacun un petit peu abordé ce qu'on pensait dire là maintenant, je pense que vous devriez pouvoir tenir en 3 minutes. Aurélie, je vous coupe, pardon. Denis Claire ici. J'entends tout, vous ne me voyez pas, mais j'entends. Donc, je suis à votre disposition si, Aurélie, vous avez envie de poser des questions. Mais Sophie va répondre à celles que vous lui avez posées, sans doute. Je ne sais pas, on peut peut-être reprendre le fil qu'on s'était prévu, Denis, si tu nous entends, c'est très bien. Sylvie, ça vous embête pas? Aucun problème. Non, moi, je suis disponible. Alors, si Sophie veut prendre la parole maintenant, pas de problème. Et puis ensuite, on verra. C'est comme vous voulez, Sophie. Denis, trop de politesse. On passe à toi. Allez, trop de politesse. Alors, du coup... oui. Sylvie a dit qu'elle était d'accord, donc allons-y. Alors, moi, j'avais une première question, Denis, pour toi. Une première question un peu générale, finalement, comme celle commune qui vient d'être posée aux 3 autres intervenants. C'est au-delà de ton regard finalement sur l'ouvrage de Thierry. Tu es assez tenté finalement de revenir quand même sur le fait que tu as fondé Alternative économique autour d'un titre de publication qui est quand même aux ambitions pour le moins claires. Est-ce que l'économie sociale, elle t'apparaît aujourd'hui comme un modèle alternatif, utile, voilà, voire indispensable, et puis surtout peut-être pour répondre à quoi en fait?
Oui, alors, bon, la question est pertinente. Avant, je voudrais peut-être simplement dire un petit mot sur le livre de Thierry, et en particulier une de ses qualités que je trouve majeures, c'est le fait qu'il cite en exemple quantité de structures de l'économie sociale et solidaire, et ce qui permet de comprendre à la fois l'importance que celle-ci revêt, et en même temps l'étendue des champs qu'elle couvre. Et ce qui est à la fois un avantage, l'économie sociale et solidaire, elle est un peu partout, dans pratiquement toutes les activités, mais en même temps qui engendre une espèce de dilution. Et tout à l'heure, j'entendais Rodolphe regretter que l'économie sociale et solidaire soit pas plus visible, mais c'est normal vu la diversité des choses. Et imaginons que d'un coup les ESS disparaissent. Eh bien, la société française, et sans doute au-delà, je pense notamment à l'Afrique, mais aussi l'Amérique du Sud, etc., eh bien, la société française ne s'en relèverait pas. Et ce serait, alors, je vais utiliser un terme un peu ordurier, un bordel innommable, surtout sur le plan social. Et tout le monde, à ce moment-là, comprendrait que l'ESS est un pilier essentiel de notre société. Et ça, je crois que le livre de Thierry contribue à le faire passer comme idée. Bon, alors maintenant, j'en reviens à la question que vous m'avez posée, qui est, au fond, est-ce que c'est une alternative ? Je vais prendre l'exemple d'alternatives économiques. Bon, c'est comme ça qu'on s'est appelé au départ, non pas par référence à l'ESS, mais avec l'idée que on faisait quelque chose de nouveau. Et durant 5 ans, Alter Eco a été une association. Je rappelle la date de naissance, c'est 1980. Et Alter Eco était une association. Alors, c'était pas un choix, c'était une obligation. Nous n'avions pas un sou. Quand je dis pas un sou, mais c'est vrai. L'imprimeur, je lui avais dit, c'était un copain heureusement, et je lui avais dit, écoute, pile, ça marche et on te paye. Face, ça marche pas et on ne paye pas. Et ça a marché puisque sur les un peu plus de 4000 exemplaires qui ont été envoyés à titre de promotion, il y a eu un retour d'un millier d'abonnements, d'un peu plus d'un millier d'abonnements en 2 mois. Donc on voyait que ça répondait à un besoin et j'ai pu payer, rembourser l'imprimeur. Mais on était une association donc pour des raisons qui n'étaient pas du tout les raisons associatives ou les raisons de l'ESS. C'était pas par la démocratie, c'était pas par la propriété commune, c'était pas par toutes les qualités de l'ESS que on avait choisi ce statut, mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, 4 ans après, un petit peu plus de 4 ans, on est passé à une SCOP, donc Société coopérative et participative. Maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle. Et la SCOP, pourquoi on a attendu autant de temps et pourquoi on l'a fait? On l'a fait. Alors, pour le temps nécessaire pour passer de l'association à la SCOP, c'était qu'il fallait pour créer une SCOP au moins 4 salariés. Or, il nous a fallu 4 ans d'efforts pour arriver à embaucher et salariés, 4 salariés, 4 personnes. Donc, tant qu'on est à ce moment-là, c'était le nombre minimum pour faire une SCOP. Aujourd'hui, ça a changé. Mais on est passé en SCOP lorsqu'on a pu atteindre les 4 salariés, c'est-à-dire qu'on a eu suffisamment de revenus pour pouvoir payer 4 personnes. Alors, pourquoi ça a été sous une forme de SCOP et non pas une SARL classique? Eh bien, tout simplement parce que la SCOP nous semblait, et ça s'est révélé exact, être une forme d'égalité entre tous les salariés. Chaque salarié a le même poids, un homme, une voix, et puis il dispose de la même information. Et nous étions donc, du coup, tous collectivement dans le même bateau, ce qui a permis à chacun de fournir le meilleur de lui-même. Alors que dans une SARL classique, une société classique, avec un ou plusieurs actionnaires, le travail des salariés permet certes de leur assurer un salaire,
mais aussi de valoriser le patrimoine du patron. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus dire qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a plus égalité entre le financeur, et qui est en général le gérant ou le patron, on va dire, et les salariés. Les salariés sont dans un lien de dépendance vis-à-vis de l'employeur. Et c'est important, j'insiste, enfin c'est une petite anecdote, mais en 1994, donc 14 ans après la création d'alternatives économiques sous forme associative, la valeur de l'entreprise avait été évaluée à peu près 3 millions d'euros actuels. Si j'avais été le seul propriétaire de l'entreprise, si je m'étais dit, je vais créer une start-up, comme on dit maintenant, puis je vais la créer sous forme de SARL classique, j'aurais pu la revendre à tout moment au prix du marché, et en 1994, c'était 3 millions, et je serais devenu riche. Sauf que c'était pas ça mon problème, parce que mon problème, c'était plutôt de faire un journal dont le contenu serait utile à la fois aux enseignants, mais aussi aux militants et aux citoyens de base qui veulent comprendre l'économie, parce que l'économie, c'est un côté important de la démocratie. Donc, c'est comme ça qu'Alter Eco est devenu l'USCOP. C'est pas, une fois encore, pour des raisons liées aux caractéristiques de l'ESS, mais en partie quand même l'idée d'égalité entre nous tous, qui était le fondement de la fondation de la SCOP, a été déterminant, et je ne le regrette pas, parce que grâce à ça, chacun des salariés, et même des non-salariés qui coopèrent quand même à la SCOP, a pu donner le meilleur de lui-même. Et je pense que c'est ça la qualité majeure de l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est une alternative non pas sur ce que l'on fait, mais sur la façon dont on les fait, parce que chacun est considéré à égalité avec les autres et que tout le monde peut s'exprimer, du moins devrait pouvoir s'exprimer librement. Voilà, c'est pour ça que je pense que l'ESS est déterminante, décisive pour permettre à une société de ne pas être mangée soit par les ambitions, soit par le pouvoir, soit par l'argent. L'ESS a quelques défauts, c'est un petit peu là-dessus que j'aurais quelques réserves vis-à-vis du livre de Thierry, mais elle a suffisamment de qualité pour permettre de dire que des sociétés peuvent marcher sur deux jambes, une jambe capitaliste ou capitalistique classique, et une autre jambe qui va permettre de rééquilibrer la personne qui marche. Et c'est ce rééquilibrage qui me paraît essentiel dans l'ESS. Alors, je rebondis, Denis, sur ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire il y a quand même, il y a quand même malgré tout cette faiblesse, et puis on le sait, hein, on ne se cache pas derrière notre petit doigt dans l'économie sociale, hein, c'est aussi un effort constant, hein, finalement. Je crois que Sylvie reviendra aussi là-dessus, c'est un effort constant finalement que d'être un acteur de l'économie sociale et solidaire quand on s'efforce d'être en conformité avec les valeurs et les fondements. Néanmoins, il y a un défaut d'exemplarité quand même parfois dont tu me parlais. Est-ce que tu veux bien revenir un tout petit peu sur ce défaut d'exemplarité de manière très courte et sans refaire finalement l'éternelle question de savoir si les statuts des structures en font leur vertu? Je crois qu'on a largement cette question à travers certainement à peu près une centaine de webinaires, donc peut-être pas la prendre comme ça, mais par contre, finalement, quels seraient les efforts à poursuivre aujourd'hui pour permettre que sa capacité de transformation en fait, du système économique et social soit plus reconnue et plus développée? Et puis, associé à ça, il y a quand même, à mon sens, une deuxième question qui est finalement le système capitaliste mondialisé et financiarisé en fait, dans lequel s'inscrit l'économie sociale. Est-ce que d'une certaine manière, il n'obère pas presque de facto sa capacité de transformation à certains égards? Et comment se sortir finalement un peu de ça?
Oui, bon, tu as raison, Aurélie. Hein. Effectivement, j'ai fait une parenthèse tout à l'heure. J'ai dit à plusieurs reprises Sophie. Je m'en excuse. C'était Sylvie, mais comme on s'est pas vu et puis que je vous rejoins tardivement, j'avais confondu les deux prénoms. Pardonnez-moi. Donc, je reviens à ça. Oui, effectivement, l'ESS ne doit pas être présenté comme un ensemble de structures qui serait parfaites. Hein, la mariée n'est pas toujours très belle. Je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé, et puis peut-être un autre aussi. Par exemple, dans son livre, Thierry écrit que, je cite, le Crédit Agricole ne finance plus de centrales à charbon. Oui, peut-être plus de centrales à charbon, sauf que dans le rapport Oxfam qui est paru il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines ou un mois à peu près, les émissions induites de carbone font du Crédit Agricole le 3e plus gros émetteur de France, avec 773 millions de tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2. Pas très loin du double de l'empreinte carbone de la France, qui est de 441 millions. Alors, que je dise les choses, les émissions induites, ça veut dire quand le Crédit Agricole finance tel ou tel, on regarde ce que ce tel ou tel fait avec ce financement et combien il émet de carbone. D'où toutes les banques qui prêtent à tout plein d'organismes ou parfois de personnes ont forcément une émission induite beaucoup plus forte que la réalité stricte de la structure. Il n'empêche que même si le Crédit Agricole ne finance pas de centrales à charbon, il est quand même particulièrement laxiste sur les émissions de carbone des autres organismes qu'il finance. Je vais prendre un autre exemple, mais très rapidement. C'est l'exemple de Tereos, la coopérative sucrière, qui, il n'y a pas si longtemps, a, au bout de 5 ans, réussi à expulser, dont les associés, ont réussi à expulser le conseil de surveillance, enfin plus exactement le conseil d'administration de la coopérative, parce que cette dernière, prise par des besoins d'impérialisme, si j'ose dire, avait au Brésil et puis dans d'autres pays aussi financé énormément de rachats de petites sucreries. Le résultat, c'est qu'elle était endettée à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Et donc, les betteraviers qui en étaient membres commençaient à trouver que la pilule était particulièrement dure pour eux parce que c'était eux qui, par leurs ressources, étaient obligés de financer les remboursements de ces énormes emprunts. Il aura fallu 5 ans pour expulser le conseil d'administration qui avait des besoins de grandeur, qui avait... bon, voilà, je vais pas insister, mais j'aimerais bien que... pour moi, j'aimerais bien que les structures de l'économie sociale et solidaire se fixent des objectifs éthiques et sociaux qui soient en phase avec leurs proclamations. Et que ce soit pas simplement du greenwashing, que ce soit pas simplement une façon de faire du marketing social. Il faudrait qu'il y ait une réalité derrière. Et très souvent, hélas, la réalité n'est pas au rendez-vous des objectifs qui sont mis sur le marché. Donc, il y a peut-être des leçons à tirer de ces 2 exemples que j'ai pris, que je ne veux pas généraliser, parce qu'en même temps, la très grande majorité des structures de l'économie sociale et solidaire, et Thierry a raison là-dessus, sont pas coupables de ce type de déviation ou de déviance. Je pense à Enercop, la NEF, et puis beaucoup d'autres, l'UCPA, etc. Je pense par exemple, moi j'habite dans le Jura, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu me brancher. Hein. Eh bien, dans le Jura, à Dole, il y a une structure qui s'appelle Jura Alternance et qui permet chaque année à une vingtaine de gamins en déperdition de retrouver une capacité à suivre un enseignement, à apprendre un métier, et ensuite, ce métier, eh bien, il l'exerce dans une proportion de 90%. C'est vraiment, les apprentis d'Auteuil font la même chose. Donc, il y a beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont admirables, et je regrette que parfois certaines le soient un petit peu moins.
Et puis, tu me parlais aussi, Aurélie, du fait que aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée et financiarisée. C'est vrai. Et ça réduit notre capacité d'action. La financiarisation est devenue telle que aujourd'hui, quand il s'agit de créer de nouvelles entreprises ou des petites entreprises qui ont envie de grandir, une start-up comme on dit, eh bien, elles choisissent pas de statut coopératif, elles choisissent un statut classique parce que les fondateurs espèrent gagner le gros lot. Il faut pas se leurrer. Donc l'argent, de plus en plus, la finance, le besoin, le souci d'être de plus en plus riche est devenu la caractéristique du capitalisme moderne. Alors je ne sais pas comment faire pour lutter là contre, mais ce dont je suis sûr, c'est que justement les structures de l'économie sociale et solidaire sont des exemples qui montrent que l'argent, dans un certain nombre de cas, n'est qu'un moyen et jamais un but. Et c'est ça qui, à mon avis, fait la richesse, mais la richesse morale, éthique de l'économie sociale et solidaire. Aurélie, est-ce que je peux dire juste 2 petits mots très rapides? Allez-y Thierry, parce qu'Aurélie a un problème d'ordinateur, donc je prends le relais 2 minutes. Allez-y. Oui, sur le rééquilibrage, je voudrais souligner au passage, évidemment, les élus de la ville de Séoul, en Corée du Sud, vous imaginez Corée du Sud, le libéralisme, etc., m'ont dit très clairement, quand je suis allé là-bas, à leur invitation, nous sommes venus à l'économie sociale et solidaire parce qu'il y a un moment donné où nous nous sommes dit ce n'est plus possible de continuer uniquement avec le système capitaliste, même s'il nous a progressé d'une certaine façon. C'est comme ça, pour rééquilibrer, que nous avons décidé, nous, en tant que ville, de soutenir l'économie sociale et solidaire. Et ils ont effectivement des programmes importants de développement de l'économie sociale et solidaire dans chaque quartier de Séoul. Et vous imaginez la taille de cette ville. Et très vite aussi sur le modèle financier dont on parle avec raison Denis, je crois que l'économie sociale et solidaire doit vraiment se faire que nous passions d'un système de cotation à celui de la bourse de cette vieille dame, à un système de valorisation des objectifs de développement durable. Là, il y a une bataille à mener et la bataille passe par la construction d'outils spécifiques à l'économie sociale et solidaire, débat qui doit avoir lieu à la dimension européenne et internationale. Pardon de cette double intervention, mais j'ai été stimulé là par l'ami Denis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne sais pas quels étaient les qui devaient reprendre la parole. Je suis un peu désolée, mais en fait, Aurélie a un tout petit problème d'ordinateur. Je suis en train de le régler. Je donne la parole à Sylvie qui allait intervenir. Voilà, allez-y. Oui, je vais essayer de faire très bref parce qu'il nous reste peu de temps. Si on veut prendre quelques questions, Aurélie m'avait interpellé sur la notion de territoire aussi, économie sociale et solidaire et les territoires. Et ça aussi, Thierry l'évoque dans son livre. L'ancrage territorial de l'ESS fait partie de ses fondamentaux. Et on parlait plus précisément du département de la Manche. Il y a une coopérative qui est dans la Manche, une SCOP qui s'appelle l'ACOM. Thierry fait référence également dans son ouvrage. L'ACOM, c'est 1200 salariés, quasiment autant d'associés, et enfin pour le site de Mortain. Et je me souviens très bien d'un jour le PDG de l'ACOM me disant, tu sais, si on n'était pas en SCOP, il y a longtemps qu'on ne serait plus à Mortain. Et en fait, voilà, c'est tout simplement parce que comme les salariés sont les principaux associés, que leur vie est là, que pour eux, le bonheur de leur famille, de leurs enfants, leur épanouissement passe par le fait d'habiter ici. Ils ne voteront jamais en fait la délocalisation de l'ACOM. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises, si les salariés étaient consultés sur le fait de délocaliser l'activité, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'entreprises qui seraient restées en France. Voilà, ça c'était une anecdote. Et juste pour finir sur le conseil départemental de la Manche avec lequel je travaille beaucoup. La vision du territoire à ce moment-là, quand ils ont accueilli Crescendo et notamment en apportant un soutien financier, on était dans plus l'économie sociale, l'économie de réparation.
Et tout à l'heure, on parlait économie de transformation, économie de construction, mais c'est quand même beaucoup aussi une économie de réparation. Et ça, je pense que ça le sera toujours une économie de réparation, ce qui n'empêche pas d'être autre chose. Mais en gros, aider des personnes à créer leur activité, le conseil départemental, avec les compétences qu'il a, me disait, plus vous allez aider des personnes à travailler leur projet et à créer leur propre activité, moins nous aurons de bénéficiaires du RSA. Et je leur ai dit certainement, mais ils vont tous passer par le RSA quand même, si vous voulez mon avis, parce qu'il y a des personnes, ben voilà, on va pas solutionner leurs problèmes tout de suite. En revanche, ce qu'on va leur donner comme chance, c'est de se dire qu'elles ont le droit, de tenter quelque chose, elles ont le droit d'avoir des projets, elles ont le droit d'essayer et elles ont le droit de ne pas le faire aussi. Et ça, c'est quelque chose que le Conseil a bien retenu, c'est que des personnes qui ne conduisent pas leur activité au bout, c'est quand même une expérience enrichissante et on les reconnaît. Donc, le département a très bien compris que un an plus tard, je n'allais pas leur sortir un bilan d'action sur leur territoire avec X personnes qui étaient sorties du RSA, qu'il faudrait beaucoup plus de temps que ça. Maintenant, ça fait 15 ans qu'on travaille sur le département de la Manche. On commence à avoir effectivement des prescriptions de travailleurs sociaux vers la création d'activités qui permettent à des personnes de travailler leur projet. Et on commence à voir aussi des personnes qui s'installent vraiment dans la Manche, c'est-à-dire que ça fait plus de 3 ans qu'elles ont développé leur activité, que ça fonctionne. Donc, entre le moment où le conseil départemental a trouvé notre expérimentation intéressante et nous a permis de nous installer, et le moment où on commence à pouvoir leur dire « ça marche », l'économie sociale et solidaire, elle fait son travail de réparation aussi, eh bien, il sera passé quand même 5 ans. Donc, les territoires, il faut qu'ils entendent ça aussi, notamment les élus, mais peut-être d'autres acteurs dans le monde économique. Il faut qu'ils entendent que l'économie sociale et solidaire, elle s'inscrit auprès de l'humain, donc elle s'inscrit dans la durée, en fait. Elle ne s'inscrit pas dans l'instantané. Et si on veut développer l'économie sociale et solidaire, c'est sur la durée qu'on va le faire. Ça va pas être un claquement de doigts. Il faut vraiment qu'on se donne du temps. Alors, du coup, Sylvie, si vous m'entendez, est-ce que je suis revenue déjà? Oui, on vous entend. Ah, super. Je suis absolument désolée. Mon ordinateur a fait un bruit horrible et tout était cassé et je ne peux plus rien faire. Donc, c'est mon téléphone. Du coup, vous ne me voyez plus. J'en suis désolée, même si c'est quand même pas fondamental. Je rebondis du coup, Sylvie, sur ce que vous disiez. Alors, on est très en retard, je me permets de le dire. Donc, du coup, je vais demander à Rodolphe et Pauline d'être extrêmement courtes pour que Thierry ait quand même le temps de réagir un tout petit peu à tout ce qui a été dit, d'une part. Et puis, d'autre part, surtout qu'on ait le temps de prendre quelques questions parmi celles qui ont été posées. Et il y en a déjà. Alors, en réaction à ce que vous disiez, Sylvie, il y a effectivement cette question de rapport au temps, c'est-à-dire l'économie sociale, c'est un acteur du temps long. Et comment gérer finalement un peu le paradoxe dans le cadre d'éventuelles alliances ou surtout, avant tout, pour garantir sa pérennité quand ce rapport au temps, il est très différent finalement pour les politiques publiques qui la soutiennent en fait. Donc, Rodolphe, comment vous voyez ça et quels seraient selon vous finalement les moyens à développer d'une part par l'ESS elle-même en fait, mais aussi en termes de portage politique à toutes les échelles, c'est-à-dire local, mais aussi en termes de cadre stratégique? Ouais, je vais essayer de faire très court. Ces questions nécessiteraient un peu de temps, mais je vais faire très court. Bon, je reviens pas effectivement. On a plusieurs leviers, et certains sont évoqués dans le bouquin. Et moi, j'aimerais insister sur ce que Thierry évoque, et on le voit bien dans la crise actuelle, qu'on ne sait plus planifier, on ne sait plus encourager l'expérimentation. Et les acteurs de ESS, par le modèle économique, mais de façon générale, le fait d'être dans des démarches économiques, ont besoin de lisibilité dans le temps et du coup, il faut une lisibilité des politiques publiques. On voit bien au niveau de l'État, cette lisibilité n'est pas là. On arrête les pôles territoriaux de coopération économique, on va peut-être les remettre en place, on met du French Impact, la lisibilité des aides, des soutiens, des places. Ça pose problème pour la lisibilité, pour le développement de l'ESS. Pareil, quand j'aime monter en haut du Mont-Saint-Michel pour regarder nos voisins bretons, je vois que, effectivement, le fait que la région Bretagne et l'ensemble des territoires, départements à l'échelle locale aient bâti une véritable stratégie régionale de l'ESS, la loi Hamon parlait de ça. C'est pas tant, comme dit Thierry, faire une conférence annuelle de l'ESS tous les ans, comme ça se fait en Normandie. L'objectif, c'est surtout qu'il y ait une stratégie régionale
co-définie, co-portée à tous les échelons, par tous les types d'acteurs, qu'on en voit les avancées, les limites et que ce soit suivi collectivement. Et donc là, il y a effectivement, avec les compétences développement économique des régions, cet enjeu que les régions prennent la main sur ces stratégies régionales de développement de l'ESS, en lien avec l'État et en lien avec l'ensemble des acteurs et des territoires. Et là, effectivement, c'est en se posant la question sur une durée assez longue d'une stratégie qu'on peut aussi faire évoluer un certain nombre de choses. Quand les Bretons ont fait des pôles locaux de ESS, une stratégie régionale et que tout est articulé, coordonné, animé, ben on en voit les résultats. La lisibilité, l'appartenance, le développement de l'emploi et un des points importants, d'avoir les moyens pour les acteurs pour faire du développement d'activité avec cette lisibilité dans le temps. Et on pourrait avoir aussi nous-mêmes se donner les moyens. À quand la cotisation obligatoire des entreprises de ESS pour alimenter, pas une organisation comme les CRES ou ESS France forcément, mais en tout cas pour alimenter un fonds de développement. Il faut aussi qu'on se crée nous-mêmes nos propres outils, mais qu'il y ait une lisibilité, qu'on rende des comptes sur ces moyens-là. Donc voilà. Et le dernier point, il faut absolument qu'on arrive à être focus et très fort sur les véritables enjeux actuels. L'ESS, elle propose des solutions locales aux enjeux. Elle ne propose pas de réponse macroéconomique globalisée aux enjeux. Enercop propose une solution sur le développement des énergies renouvelables. Mais on ne propose pas au niveau de l'ESS une solution globale. On doit proposer une solution actuellement sur les jeunes. Les territoires travaillent sur leur contrat de relance sur la transition écologique. On doit avoir des propositions là-dessus. On parlait des problématiques sociales, environnementales, la pauvreté, etc. On doit avoir non pas seulement des solutions locales, mais des positions globalisées, stratégies portées nationalement pour gagner cette visibilité et avoir les moyens de se développer. Merci Rodolphe pour ce propos très clair. Je rebondis sur la question de la lisibilité, aussi de la place des jeunes. Puis vous aviez évoqué, quand on en avait parlé, un peu là aussi, mais la question de la représentation, la question des alliances que Thierry aussi évoque beaucoup dans son livre. Et je me tourne maintenant vers Pauline et Fa, parce que en termes d'alliance, justement, le Cameroun a mis en place des choses plutôt intéressantes. Et j'aurais tendance à penser, mais peut-être est-ce une erreur, Pauline, que vous avez la chance, d'une part, d'avoir pu vous inspirer d'expériences étrangères, mais ça, c'est un peu vrai pour tout, mais d'autre part, peut-être surtout, finalement, de partir de zéro et de pouvoir inventer votre vision du développement de l'ESS dans le contexte du Cameroun. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, finalement, comment vous êtes passé, pour reprendre vos mots, finalement, au Cameroun, à l'offensive, à l'action, et comment ça s'est traduit? Alors, très rapidement, ça nécessiterait beaucoup de temps, mais je vais dire que l'économie sociale, quand on l'a commencé au Cameroun, ben c'est vraiment une page blanche, hein, on essaye d'écrire quelque chose. C'est pour ça que je parlais d'économie de construction tout à l'heure. Et là-dessus, je pense que le livre de Thierry aurait pu s'intituler l'économie des convergences. Au vu de ce que nous faisons au Cameroun, c'est la clé. La clé aussi, quelqu'un parlait de diverses clés que ce livre nous donne. Je crois que nous avons décidé au Cameroun de faire converger les énergies en partant des territoires. Donc, on a pris le choix de faire d'abord une structuration systémique, c'est-à-dire que dans chaque commune, on n'en a heureusement que 360 au Cameroun. Dans chaque commune, on met en place un réseau local d'économie sociale et solidaire. Et en mettant en place ce réseau d'économie sociale et solidaire, on s'est intéressé aux édiles. Donc, les maires se sont mis en réseau aussi, le réseau des maires pour l'économie sociale et solidaire. C'est d'ailleurs ce réseau-là que le réseau des parlementaires a emboîté le pas, qui nous ont aidés à porter la loi jusqu'à son aboutissement au mois d'avril 2019. Alors, pour nous, c'est vraiment une offensive.
D'ailleurs, on a fait répéter le mot ou redire le mot à notre ministre de l'économie sociale. On est en train de mener une offensive et ce sont les jeunes qui portent ce chantier-là, qui accompagnent la structuration des acteurs dans chaque territoire. Alors après, tout converge. Il y a seulement 2 mois, on a eu l'avènement des régions, c'est tout nouveau. Et ces régions-là, nous sommes en train de les sensibiliser aussi à porter la question des dynamiques naissantes dans les territoires pour que ces dynamiques convergent aussi au niveau des fêtières régionales. Donc, le Premier ministre a pris un décret après la loi, c'est le premier décret d'application sur la structuration à partir des territoires de l'économie sociale jusqu'au niveau national. C'est ce que j'appelais l'offensive et ce que j'appelais la convergence pour ne laisser personne de côté. Voilà un peu notre regard sur cette économie qui nous propose quelque chose en partant de l'humain en fait. Pour revenir à l'intervention de Sylvie tout à l'heure, c'est vraiment une aventure humaine pour nous. Et depuis que le Cameroun l'a commencé, je crois que le Togo est en train d'emboîter le pas, le Tchad, la Centrafrique aussi. C'est pour ça que je parlais en fait de l'économie de construction. Merci beaucoup, Pauline, pour ça. Ça invite aussi tout ce que vous dites, je trouve, à réentendre la dimension collective, en fait, hein, du collectif, finalement, qu'il y a autour de l'économie sociale. Je crois que dans un contexte de crise sociale, autant que dans un contexte de populisme qui monte, je pense que la question des projets collectifs et du sens qu'on donne à l'humain est assez fondamentale. Alors Thierry, ce que je te propose pour terminer, parce qu'il nous reste un quart d'heure, du coup c'est très juste pour prendre les questions et te laisser entre guillemets ce droit de réponse de 10 minutes. Ce que je te propose, c'est de coupler les deux. Alors, donc je vais commencer peut-être par te rajouter quelques questions en tête et je te laisserai terminer du coup sur l'ensemble si ça te va. Comme ça, on prend quand même les questions parce que il y en a, elles sont toutes intéressantes. Alors je m'excuse pour le tri que je vais faire. Il y a pas mal de remarques autour de la question de la propriété, effectivement, autour de l'économie sociale et solidaire. Hugues Sibylle, par exemple, évoquait le dernier épisode en date de Danone, en disant que la différence majeure de l'ESS, ça tient à sa gouvernance, qui repose elle-même sur la forme de propriété, et que l'une des différences majeures avec Danone est bien là. Alors, parmi les questions, moi, que j'avais envie, un petit peu sur lesquelles j'avais envie de t'entendre, peut-être aussi parce qu'on c'est des choses qu'on n'a pas forcément abordées là. Alors, il y avait une première question, moi, qui me paraît important, même si on en parle beaucoup en ce moment, mais le flou demeure, donc je pose la question quand même. En quoi le concept d'entreprise à mission se rapproche-t-il de l'ESS? Voilà pour la première question. J'en prendrai volontiers une deuxième qui porte davantage sur le volet européen, mais qui est assez clé quand on parle d'économie sociale et solidaire, dans la mesure où, à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition. Donc, la question de la lisibilité, de la reconnaissance se pose. Donc, on a une question formulée comme suit. Comment arriver à appréhender ce qu'est l'économie sociale et solidaire alors qu'au niveau européen, nous n'avons pas de définition juridique effective de l'économie sociale? Comment appréhender un cadre qui est mal, voire non défini? Et enfin, je prendrai volontiers, mais une question qui est un peu plus technique, mais qui me paraît importante. Aussi, ça fait le lien par ailleurs avec l'Europe, mais pas que. Pour consolider la pérennité des entreprises de l'économie sociale en tant que telles, ne faut-il pas développer leurs fonds propres, comme sont les réserves impartageables des coopératives, jusqu'à ce que la totalité du capital n'appartienne à personne? Ainsi, l'entreprise elle-même n'appartient à personne et a une existence autonome. Et on a Marthe qui me fait signe que Thierry Guillois demande la parole pour évoquer deux expériences, l'une dans le domaine des centres de santé et l'autre au Sénégal.
Donc, Marthe, je te laisse peut-être. On va peut-être laisser, dans ce cas-là, Thierry, je suis désolée. Pardon? Non, vas-y. Tu veux que je donne la parole à Thierry Guillois? Peut-être qu'on peut, sauf si la question est clairement posée là, mais elle ne l'est pas parce que c'est deux expériences. Donc, Thierry, si vous prenez la parole avant Thierry Jeantet, par contre, je vous laisse à peu près 1 minute maximum. Alors, Monsieur Guillois, je vous ouvre votre micro et j'ai besoin en revanche que Aurélie, tu le coupes, sinon ça fait de la résonance. Alors, à tout de suite. Alors, j'arrive, je coupe. Merci. Alors, je vais être très rapide et puis je suis arrivé très en retard, donc ne m'en veuillez pas. Je rebondis sur l'expérience de la personne du Cameroun, là. J'étais en contact avec la présidence du Sénégal il y a un peu plus d'1 an, avant le Covid. Et j'ai même rencontré le président Macky Sall avant le Covid et puis avant les derniers événements, hein, donc ça peut changer. Mais à l'époque, son souci était de créer à la fois un hôpital et un centre de lutte contre le cancer. Et je l'avais mis, et alors il m'avait dit, je ne veux pas des Chinois, excusez-moi d'être rapide et direct, hein, je ne veux pas des Chinois, je ne veux pas des Turcs, je souhaiterais plutôt des partenaires français et je souhaiterais plutôt des partenaires français non lucratifs. Et ça, j'avais bu du petit lait parce que après, je les ai mis en rapport avec des partenaires non lucratifs, notamment Gustave Roussy pour le centre de lutte contre le cancer, on ne peut pas le nommer, et puis une fédération de mutuelles aussi pour essayer d'organiser ça. Après, malheureusement, il y a eu le Covid, il y a eu les événements d'il y a 15 jours, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais enfin, tout ça pour dire que effectivement en Afrique, il y a vraiment un mouvement qui me paraît très intéressant. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est brûlant, parce qu'on a encore une réunion demain sur le sujet, c'est le développement dans les territoires de centres de santé qui part du constat, vous savez qu'il y a une fédération des centres de santé en France qui est animée par quelqu'un que Thierry connaît peut-être, hein, Alain Bopin, et qui il part du constat que dans les territoires, on a plus en plus de mal à faire venir des médecins, sauf peut-être lorsqu'ils sont salariés, et il y a de plus en plus de populations qui n'ont plus les moyens ou qui ne peuvent plus aller chez les médecins. Donc l'idée, c'est avec un investisseur, un fonds d'investissement, de conceptualiser quelque chose comme une sorte de modèle de centre de santé sous forme de coopérative, sous forme de SIC, puisque aujourd'hui il y a une expérience à Richeran qui est une expérience de SIC. Ils ont trouvé un investisseur, alors je ne sais pas quelle taille, quel volume ça peut prendre, mais l'idée c'est après d'aller rencontrer des territoires et notamment des municipalités pour leur proposer une modélisation économique sous forme de SIC de centres de santé. Voilà, j'en ai trop dit, je laisse la parole à Thierry. Aurélie, j'y vais. Écoute, je voudrais répondre aux questions. D'abord, je voudrais dire d'une manière globale que l'économie sociale, c'est des stratégies de convergence, effectivement, et non pas des stratégies de tension qui sont inhérentes au capitalisme. C'est donc une différence fondamentale qu'il faut rappeler. Je voudrais commencer par la dimension transfrontière européenne, mais même plus que ça. Je crois que on a parlé tout à l'heure c'était Rodolphe qui disait il faut des réponses macro, et je partage tout à fait. Elles doivent être nationales, doivent être européennes, mais elles sont aussi internationales et elles commencent à l'être. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard si nous avons obtenu que se tienne tous les ans une réunion de haut niveau à l'ONU et dans l'ONU même au mois de septembre, au moment des assemblées générales de l'ONU, pour que l'économie sociale et solidaire soit progressivement intégrée à la dimension internationale. Et il existe une task force qui rassemble les agences de l'ONU qui est totalement consacrée à l'économie sociale et solidaire. Je pense que la dimension internationale est effectivement très importante. C'est ce que fait depuis plusieurs années ESS, Forum International, et d'autres, l'Alliance Coopérative Internationale, l'Association Internationale des Mutuelles, le GSEF. Et d'ailleurs, il me semble souhaitable que toutes ces organisations se rassemblent
pour peser encore plus. Donc oui, au macro, bien entendu. Alors, sur l'idée de l'entreprise à mission, bon, je dirais que si l'économie sociale et solidaire, d'une manière ou d'une autre, pollinise le reste du monde économique, tant mieux. Je veux dire que il ne faut pas hésiter de ce point de vue-là. Mais l'exemple de Danone que nous avons pris les uns et les autres tout à l'heure montre bien la différence. Et je rejoins tout à fait Sylvie lorsqu'elle disait tout à l'heure que, attention, ce qui compte d'abord, c'est le portage humain. Et elle disait très clairement, finalement, l'économie sociale et solidaire est au cœur de l'ensemble des ODD et non pas simplement de l'objectif climatique. Je partage tout à fait, parce que la différence entre l'entreprise à mission et l'économie sociale et solidaire, c'est que l'économie sociale et solidaire s'oblige, encore une fois, à agir simultanément en direction d'actions et d'objectifs à la fois sociaux, climatiques, éthiques, mais aussi économiques et financiers. C'est un ensemble cohérent. L'entreprise à mission peut être un petit peu je dirais, de vitamine C en faveur de plus de social, d'écologie, etc. Il ne faut pas le refuser. Je veux dire, tout ce qui permet de faire évoluer les modèles est bon à prendre. Mais il faut bien considérer que l'économie sociale et solidaire va au-delà et surtout à une démarche, encore une fois, de convergence et de cohérence. Donc, il ne faut pas refuser de dialoguer avec ceux qui essayent d'avancer et qui parlent d'un modèle et qui partent en général d'un modèle différent. Certaines entreprises d'économie sociale se sont servies de la notion d'entreprise à mission pour justement se redynamiser ou se dynamiser encore plus. Tant mieux. Mais encore une fois, je crois qu'il faut d'abord faire évoluer le modèle lui-même, le rendre plus visible, le modèle d'économie sociale et solidaire, le rendre plus visible et plus simple à aborder. Et l'ensemble des études qui sont conduites dans le monde sur les différentes lois, parce qu'il y a de plus en plus de lois sur l'économie sociale et solidaire dans le monde entier, il faut en prendre conscience. Il y a une étude d'ailleurs qui est en cours, qui a été initiée par ESS Forum International et poursuivie par la task force dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de cette étude, je pense qu'il faut se poser la question de savoir comment simplifier les statuts de l'économie sociale, non pas pour les affaiblir, mais pour les rendre plus visibles et plus facilement accessibles. La troisième question que me posait Aurélie tout à l'heure, enfin que vous me posiez tout à l'heure, c'est celle de consolider les fonds propres. Évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Il existe une réponse diversifiée, malheureusement, en France, et incomplète. Le titre participatif qui date de plusieurs années maintenant, avec les certificats mutualistes ou les certificats coopératifs qui sont utilisés par les banques coopératives, il manque un outil commun à l'ensemble des banques solidaires. Au niveau français, au niveau européen et au-delà, c'est clair. Alors, quand on pose la question de l'indivisibilité des fonds propres, je rappelle tout simplement ce qui était dit tout à l'heure, c'est tout simplement la mutuelle. La mutuelle, elle a des fonds propres, comme d'ailleurs une association totalement coopérative a des fonds propres partiellement indivisibles. Voilà. Il faut faire évoluer tout ça. Ça fait partie d'une réflexion de fond qu'il faut avoir sur les statuts pour les rapprocher et les simplifier. Voilà une réponse rapide. Trois questions. Aurélie, est-ce qu'elle veut m'en poser d'autres avant que j'aille plus loin? Aurélie, je ne sais pas si elle a son micro. Est-ce que tu m'entends? Oui, on vous entend. Alors, comme j'étais en train de regarder les questions en même temps, j'espère que je ne suis pas passée à côté de ça, mais il y avait celle de fin là qui m'intéressait aussi par rapport à la représentation finalement que beaucoup de gens ont de l'économie sociale. Quelqu'un posait la question de dire, est-ce que le développement de l'économie sociale ne vient pas seulement penser et accompagner les perdants et les oubliés de l'économie capitaliste? Pas du tout, parce que prenons le cas d'Acom qui était cité tout à l'heure, ou si je prends la Massif, ou AG2R La Mondiale, ou bien d'autres,
et les grandes associations sociales, par exemple. Enfin, la question me fait rire parce que les entreprises que je viens de citer n'ont eu besoin de personne, si j'ose dire, sinon de leurs propres créateurs collectifs pour agir. Si je prends le cas de la Massif, en 1960, la Massif existait à peine. Il y avait quelques personnes. Quand Jacques Vendier est rentré, celui qui allait devenir directeur général, puis ensuite président, il y avait quoi, 30 ou 40 personnes. Quand il a quitté la présidence, il y avait 3 millions ou 3 500 000 sociétaires. Et je rappelle la publicité qui était celle de la Massif il y a quelques années, et il n'y avait que ça hein, sur l'affiche. Il y a, je crois qu'ils étaient 4 500 000 à ce moment-là, nous avons 4 500 000 sociétaires et pas un seul actionnaire. C'est clair, la réponse est claire, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire peut se développer sans ça. Pensez au groupe Mondragon en Espagne et pensez à bien d'autres organisations de coopératives agricoles très, très, très puissantes et dont certaines peut-être ont dérivé, mais d'autres sont exemplaires. Donc, non. Et je crois que Denis et Pauline l'ont aussi très, très bien dit. Je veux dire que ce sont des réponses construites, pour reprendre le mot de Pauline, des réponses construites en fonction d'objectifs qui sont propres à l'économie sociale et solidaire. Non pas que l'argent ne soit pas pris en compte, mais il est pris en compte comme moyen, ça a été dit plusieurs fois, et non pas comme but. Donc, l'ensemble des exemples qui sont dans mon livre et ailleurs montrent tout simplement que la société civile est en état de faire émerger, de faire grandir aussi des entreprises qui certes sont très diverses, mais moi je pense que la diversité de l'économie sociale est une de ses vertus parce qu'elle montre bien que rien ne lui est interdit et que finalement la société civile en s'organisant via l'économie sociale rend les possibles effectivement possibles, si j'ose ce jeu de mots. C'est-à-dire il est possible d'oser, il est possible de faire. Et on voit bien que la multiplication des exemples qui ont été donnés depuis le début de la séance montre que c'est une réalité tangible qu'on touche en Normandie, dans le Perche, mais aussi dans le Rhône, qu'on touche dans la Sarre, qu'on touche en Pologne, qu'on touche aussi au fond du Brésil ou ailleurs. Donc franchement, non. Non à cette croyance que l'économie sociale ne serait que pour remplir les trous du gruyère, pardonnez-moi cette expression. Non, l'économie sociale a sa propre construction. Et même quand elle agit dans le domaine social, dans le domaine de la solidarité proprement dit, qui est une de ses bases évidemment fondamentales, elle le fait d'elle-même. N'oublions pas qu'elle a été souvent devancière, y compris par rapport à l'État, dans beaucoup de domaines sociaux. Je pense à ce que les associations font, par exemple, dans le domaine du handicap, où elles ont souvent été devancières avant que l'État se rende compte que. Et il y a d'autres domaines où l'économie sociale a été devancière et ça a aiguisé l'appétit du monde capitaliste. Les femmes qui ont créé les coopératives d'Argan au Maroc, de manière remarquable, nous disait il y a quelques mois, nous avons créé ces coopératives, nous avons créé un marché, eh bien nous voyons arriver maintenant, évidemment, les capitalistes, une fois qu'on a créé ce marché, qui veulent le croquer. Bon, elles savent se défendre, mais ça montre bien aussi ce qui se passe sur le terrain. Et la question des finances est tout à fait essentielle, et j'insiste, je crois qu'il existe, enfin, vous savez qu'il existe des banques coopératives, on a cité la Nef, on aurait pu citer le crédit coopératif, mais il y a aussi effectivement le crédit agricole et beaucoup de grandes banques coopératives dans le monde, et aussi beaucoup de petits outils je pense aussi à la Banque coopérative du Mali, qui existe depuis de nombreuses années. Il y en a partout. Il serait temps d'avoir un forum international des banques coopératives qui se réunissent véritablement pour agir ensemble et parler de manière plus directe avec les grandes banques régionales, qu'elles soient celles d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, et d'ailleurs aussi avec la Banque mondiale. Là, il faut que l'économie sociale se prenne par la main et grandissent. Tu as encore une question, Aurélie?
Alors, il y a encore une ou deux questions. Moi, il y a quelque chose sur lequel je suis assez tentée de t'entendre avant de conclure, parce qu'on a déjà un tout petit peu débordé de l'horaire de fin. Mais certains disent, finalement, pour que l'économie sociale puisse continuer à grandir, il faudrait qu'elle mesure davantage ce qu'elle fait, son impact, etc. Est-ce que finalement, là-dedans, alors moi, quand j'entends ça, c'est aussi la question de la mesure, entre guillemets, de la richesse et de la valeur créée. Ça dépend quel mot on met dessus, mais je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de penser à Kennedy, alors pas le président, hein, le sénateur, qui disait que finalement, ce que mesurait le PIB, c'était tout ce qui ne méritait pas d'être vécu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un piège pour l'économie sociale dans cette exigence de mesure de l'impact à tout prix? Non, je pense qu'évidemment, si on se contente de simplement améliorer les mesures financières traditionnelles, pardon, on n'ira pas bien loin. Si on se contente de saupoudrer à côté quelques éléments de mesure, on n'ira pas bien loin. Je rappelle que le CJDES en France avait créé le bilan sociétal et était un bel outil. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une matière à reprendre et je pense que la valorisation, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment passer d'une économie de la cotation à la bourse à un système de valorisation qui prenne en compte effectivement les objectifs de développement durable dans leur ensemble. Et je ne vois pas bien la difficulté. Il y a déjà beaucoup d'ailleurs d'outils qui ont été proposés. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et bien, je pense que l'économie sociale doit, là aussi, au niveau de ces organisations internationales, se mettre d'accord sur ces outils de mesure qui existent déjà, qui ont été testés. Il faut sans doute les perfectionner, les simplifier aussi, mais ça existe. Donc, je pense que là aussi, parlons macro. Allons-y directement au niveau européen ou international et l'économie sociale n'a qu'à mettre en place elle-même ces outils. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on lui donne la permission. Je suis sûr d'ailleurs que ça servira bien au-delà de l'économie sociale et solidaire. Et j'en profite pour conclure, pour dire que vous avez abordé toutes et tous le problème de la difficulté de l'économie sociale et solidaire à se faire écouter d'une certaine façon. Alors, je crois qu'il faut effectivement qu'elle frappe plus fort, qu'elle sorte du bois, qu'elle parle plus, qu'elle se dote d'outils de communication et bon, évidemment, Alternative économique est un exemple de ce qu'il faut faire et il faudrait souhaiter qu'il y ait beaucoup d'alternatives économiques dans le monde. Il y en a en Espagne, mais peut-être qu'il faudrait s'intéresser à la façon d'aider à l'essaimage de ce qui existe, pas simplement dans ce domaine-là. Et puis, je pense qu'il y a une jonction avec le monde de la culture à faire. En réalité, l'économie sociale et solidaire est très présente dans la culture, hein, à travers le monde associatif, coopératif, etc. Et j'en donne des exemples dans le bouquin. Mais je pense qu'il faut se trouver aussi des porte-voix. Et je pense qu'il y a dans le monde de la culture des femmes et des hommes qui sont très sensibles à ce qu'est l'économie sociale et solidaire, et il faut que nous leur demandions d'en parler et de nous aider à en parler. C'est une question d'alliance, là aussi, de convergence, hein, incontestablement. Et puis, je crois que ce qui se fait dans différents pays autour des villes, des communes, des territoires, qui amène les femmes et les hommes de l'économie sociale et solidaire à parler et agir avec les élus, doit nous amener à les faire parler. Je pense que par l'exemple, par la démonstration, l'économie sociale et solidaire peut parler. Et de plus en plus, ça se fait. C'est incontestablement le projet de SS France avec tout ce qu'elle fait autour de la notion de république. Mais c'est ce qui se passe aussi, par exemple, à New York, ça peut étonner, avec le Center for Popular Democracy, qui réunit des acteurs de différents poils, si j'ose dire, étatiques, de la ville, mais aussi de ce qui correspond à l'économie sociale et solidaire, et d'autres acteurs, avec cette volonté de se dire, agissons ensemble pour faire vivre une nouvelle forme de démocratie qui soit réellement participative et plus directe. Et là, je crois que l'économie sociale et solidaire a effectivement besoin de reprendre le drapeau qu'elle avait laissé de côté, qui est celui de son rôle politique avec un grand P. Et elle a, je pense qu'elle a en main un certain nombre de solutions, ou de germes de solutions
pour faire revivre une démocratie qui, on le voit bien, s'étiole. Et on le sait bien qu'il y a une énorme attente. Si vous regardez ce qui s'est passé dans des pays aussi différents que l'Irak, l'Algérie, le Chili, ou évidemment toute une série de pays européens, vous voyez bien qu'il y a une énorme attente. Donc je crois que l'économie sociale et solidaire doit aussi refaire démocratie, pas simplement pour elle-même, mais aussi pour les autres, si j'ose dire, avec les autres. Et je voudrais en conclure par là en remerciant très chaleureusement les intervenantes et les intervenants en direct qui ont bien voulu participer à cette table ronde et encore une fois du local à l'international, et remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Évidemment, les uns et les autres, on est à leur disposition pour répondre à leurs questions, agir avec elles et avec eux. L'économie sociale, c'est demain. Et c'est tout de suite. Merci beaucoup Thierry, merci à toutes et tous pour autant les intervenants et les intervenantes que les participants et les participants. On est ravis au niveau de l'association des lecteurs alternatives économiques d'avoir organisé ça avec nos partenaires et on vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Bonne soirée. Merci Aurélie. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.